Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Où t'es, maman, où t'es? Où t'es, maman, où t'es? Où t'es, où t'es? C'est ce que psalmodie écrit Olivia Morel. Où es-tu, maman? Et c'est vrai que c'est un témoignage poignant. Je dis ce qui est sur la couverture du livre. Un témoignage poignant d'une femme née par GPA. C'est aux éditions du Rocher. C'est un livre très très bouleversant, c'est vrai, parce que d'abord, vous abordez en deux parties, Olivia Morel, effectivement, votre témoignage, ce qui s'est passé avec vous, et comment vous le découvrez par l'ADN. Et puis j'ai le plaisir, c'est pas la première fois, d'accueillir Marie-Estelle Dupont, qui est psychologue, qui a écrit, elle, sur sa mère, notamment, un certain nombre de choses, mais elle savait où elle était, sa mère, hein, Marie-Estelle Dupont, en l'occurrence. Pour revenir à ça, Olivia Morel, GPA. Alors, quand vous entendez les mots gestation pour autrui, ça vous inspire quoi? L'exploitation, la tristesse, l'arrachement à la naissance d'un enfant, de sa mère, l'allocation d'utérus, que des choses négatives, on va dire. Oui, vraiment. Oui. Mais si je voulais être un peu provocateur, je dirais... J'adore ça. Mais j'ai dit, Olivia Morel, s'il n'y a pas eu la GPA, vous ne seriez pas là. Exactement, mais c'est pas grave, je ne serais pas là, je serais dans un autre corps peut-être, que sais-je. Mais bon. Oui, c'est pas ça. En fait, et vous le dites tout le temps, ce qui vous a beaucoup marqué, c'est le fait que, on va parler ensuite de l'exploitation, de la marchandisation du corps, effectivement, de l'allocation des ventres. Je rappelle qu'un certain Pierre Berger disait, mais les ouvriers dans les usines louent bien leurs bras, pourquoi les femmes n'oublieraient pas leur ventre, hein? Faut se rappeler de ça. Et au fond, racontez-nous, c'est dans le livre, mais justement, et j'incite vraiment à lire le livre, comment vous avez découvert ça? Alors j'ai découvert ça, j'ai toujours eu cet instinct que quelque chose n'allait pas depuis que je suis née, on va dire. Hein. Ce décalage entre ma mère et moi était vraiment très important. Vous le sentiez comment, concrètement? Par le physique, on se ressemblait pas du tout, on n'était pas du tout pareil, elle était âgée, beaucoup plus âgée que les autres mères que je voyais à l'école. Donc il y avait ce décalage qui était quand même important. Et puis quand je demandais des questions sur son âge, elle ne répondait pas. Elle me répondait ce fameux « j'ai 8 ans ». J'ai 8 ans. Ouais. J'ai 8 ans, donc c'est vrai que je commence à me poser des questions. Et puis, c'est uniquement vers l'âge de 17 ans que je commence à faire des recherches sur Jefferson, où je suis née au Kentucky, aux États-Unis. Et là, sur Google, je tombe sur des agences de gestation pour autrui et je découvre enfin la gestation pour autrui. Et là, le puzzle, voilà. Donc vous n'aviez jamais entendu parler avant, quoi. Jamais. Je savais que quelque chose allait pas. Je savais que ce n'était pas ma mère, parce qu'on était émotionnellement déconnectés. J'étais beaucoup plus connectée à mon père, qui est mon père biologique. Mais voilà, donc j'ai fait cette découverte-là à 17 ans. Je vois GPA pour la première fois. Je commence à faire des recherches. J'ai passé toute la nuit dessus. Et en fait, c'était la dernière pièce du puzzle qui s'est enfin impliquée. Et là, j'ai raconté à tout le monde que j'étais née par gestation pour autrui. Et c'était comme une évidence. Et comment ça s'est passé? Racontez, quand vous avez dit ça à votre mère, enfin, quand vous avez justement dit, bon, il faut qu'on en parle, qu'on mette tout sur la table. Ah, mais j'en ai jamais parlé. Mais du tout. Ah non, j'en ai jamais parlé. Alors non, elle n'était pas du tout au courant que j'avais fait ces recherches, pas du tout. Personne n'était au courant, à part mes amis, ce qui est devenu mon mari, les gens autour de moi, les médecins, parce que quand quand je voyais des médecins et comment on me demandait mes antécédents médicaux, j'étais obligée de dire, bon, je suis née mère menteuse, donc je ne connais pas mes antécédents médicaux du côté de ma mère. Je racontais à tout le monde, sauf mes parents, parce que j'avais peur de leur réaction. J'étais terrifiée d'être abandonnée une deuxième fois. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé une fois qu'ils ont appris que je luttais contre la gestation pour autrui. Et quand vous avez parlé à votre mère biologique? Quand j'ai parlé à ma mère biologique, quand elle m'a contactée pour la première fois, c'était un choc, un petit choc émotionnel, il faut le dire. Hein. Parce que vous avez enquêté, parce que vous avez cherché, parce que vous avez... Alors, j'ai pas cherché du tout, j'ai pas du tout cherché, c'est ma belle-mère, donc la mère de mon mari, qui m'a offert un test ADN un jour, le jour de mon anniversaire de mes 30 ans, et qui me dit, tiens Olivia, ça va répondre à tes questions. Bon. J'ai eu peur,
Franchement, j'avais tellement peur. J'ai mis 5 jours pour prendre le test. Je prends ce fameux test qui me montre que je suis pas du tout française, que je suis en très grande majorité lituanienne, suisse, avec d'autres origines, et qui me connecte avec cette fameuse Jen, qui est ma cousine germaine, et avec qui j'échange, qui me met en contact avec mon demi-frère, mes demi-sœurs, et éventuellement ma mère biologique, qui elle-même m'a contactée. Parce que je voulais pas du tout la contacter, moi d'abord. Je voulais pas être... je voulais pas la déranger. Voilà, elle n'avait pas entendu moi. Elle n'avait pas entendu parler de moi depuis 30 ans. Ouais. Je pensais qu'elle voulait pas m'entendre. Et c'est elle qui m'a contactée. Ça m'a bouleversée. Et je suis très, très, très reconnaissante parce qu'elle a répondu à la quasi-totalité des questions existentielles que j'avais sur ma vie. Et ça a pu m'aider à me reconstruire parce que j'étais complètement anéantie avant ça. Oui, et puis vous avez été victime d'un certain nombre de gens, de pervers narcissiques et autres. Enfin bon. Ouais, j'ai subi. Je suis tombée dans la drogue, je suis tombée dans l'alcool, je suis tombée. Malheureusement, j'ai eu des atrocités qui sont décrites dans le livre, mais voilà. Et vous le racontez de façon très bouleversante. Mais Olivia Morel, juste un mot. Donc cette espèce de mal-être, cette espèce de mal de vivre, etc., ça vous accompagnait tout le temps. Enfin, tout le temps, c'était constant, ça ne m'a jamais quitté, jamais. J'étais insupportable. Bon, l'adolescence a été extrêmement compliquée pour moi, normal, parce que je ne savais pas d'où je venais, donc je ne pouvais pas me construire en tant qu'être humain dans la période de la vie où on se construit. Je parle souvent de fondation de maison. On a la fondation, c'est notre génétique, c'est de qui on vient, d'où on vient, nos grands-parents, nos aïeux. On a besoin de toutes ces informations pour se construire en tant qu'être humain. Et à l'âge de l'adolescence, c'est là où on va devenir le nous adulte. Et moi, j'avais pas tout ça. J'avais les fondations qui étaient complètement brisées. Donc, ma maison était bancale et je me suis brisée. Ma maison s'est brisée. Donc, c'est là où l'alcool est venu en jeu, la drogue et tout ça. Et ça m'a hanté. Ça continue à me hanter jusqu'à ce fameux jour où il s'est passé mon viol. Et là, j'ai commencé à chercher de l'aide médicale, de la thérapeutique, qui n'a pas été extrêmement efficace. Non, pas très efficace. C'est ça. Ça a été difficile. Puis j'ai rencontré mon mari qui a su me dompter, me calmer, m'apporter cet amour inconditionnel, cette sécurité. Et c'est là où j'ai commencé à me développer en tant que personne. Mais c'est uniquement quand j'ai eu les réponses à mes questions vers mes 30 ans sur mes origines ethniques, d'où je viens. Et c'est les questions que ma mère porteuse a pu me donner. Et répondre à mes questions surtout, que j'ai pu me construire en tant que personne, en tant qu'adulte, et ça a mis 30 ans, quoi. C'était long. Marie-Estelle Dupont, justement, c'est assez frappant. Moi, je lis le livre d'Olivia Morel, et il y a eu d'autres livres, bien sûr, mais ce livre parle très très bien de ce qui se passe. Et en même temps, on entend un peu partout, oui, mais la GPA... oui, c'est encore interdit dans plusieurs pays, dont la France, mais allez, il faut y penser, c'est un progrès, il y a eu la PMA, etc. Et puis maintenant, il faut passer à la GPA. On a l'impression que, en tout cas, tout se passe comme si un certain nombre de gens voulaient vraiment rendre ça complètement, je dirais pas banal, mais presque. Ah si. Si, il y a une banalisation du fait de redéfinir les conditions de l'existence humaine dans beaucoup de sujets sur l'euthanasie, sur la GPA, etc. Il y a une banalisation du fait qu'on décide de contrôler la nature. Ce qui exprime avec beaucoup d'émotion... pardon, je suis émue en t'écoutant. Ce qui exprime avec beaucoup d'émotion, Olivia, c'est qu'un enfant à qui on interdit l'arbre généalogique ne peut pas se construire. C'était son arbre généalogique qu'elle ne pouvait pas dessiner. Et un petit enfant qui ne peut pas dessiner son arbre généalogique, il ne sait pas d'où il vient, donc il ne peut pas savoir où il va. Et donc, le cocktail entre le progressisme scientifique et la société du marketing produit un discours ultra factice, ultra paillette, ultra banalisant sur deux choses. Le fait qu'un enfant serait un objet, la réification du bébé qui peut être vendu, distribué, échangé, voilà, et
la transformation de l'utérus en Airbnb. C'est un Airbnb maintenant, l'utérus d'une femme. On le loue. Donc, on vous raconte avec des éléments sémantiques et rhétoriques et complètement presque scientifiques. On invoque la science quelquefois. On invoque la science pour faire passer quelque chose qui est obscurantiste. Pourquoi c'est obscurantiste la GPA? Parce que depuis les années 60, donc ça date pas d'avant-hier, la science a découvert le chimérisme materno-fœtal. C'est-à-dire que pendant environ 30 ans, 27 ans je crois, il y a des cellules du bébé porté par la maman qui restent dans le corps de la maman et des cellules de la mère qui restent dans le corps de l'enfant. Je ne parle pas du patrimoine génétique, je parle de cellules. C'est ces cellules qui font ce que les psychanalystes appellent la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire cette identification très forte dans les premiers mois de la vie pour assurer la survie du bébé, de la maman à son bébé. Elle est entièrement confondue avec son bébé, parce que c'est ce qui va assurer la sécurité physiologique et émotionnelle qui sont indissociables chez le nouveau-né du bébé. Donc faire passer pour progrès le fait de programmer, d'arracher un petit mammifère à la femelle qui l'a porté, parce que sur le plan animal c'est ça en fait, on arrache le petit mammifère à la femme qui le porte. Et que ce serait un progrès de prendre des ovocytes ici, de les greffer là, donc de dire il y a les ovocytes qui sont là, il y a le ventre qui porte qui est là, et puis il y a la mère d'intention qui est là, cette désarticulation. En fait, c'est une aberration absolue, c'est une aberration éthique, c'est une aberration chez les féministes qui le défendent, c'est une aberration biologique, quand on connaît le développement du nouveau-né et le fait que sa survie dépend des liens d'attachement, et c'est une aberration du point de vue même sociétal, puisque tu décris très bien, Olivia, qu'en fait, ça a créé une gamme de troubles borderline pour toi, puisque les troubles à l'adolescence de l'identité, les troubles borderline, ils sont faits au fait que tu ne trouvais pas tes repères, tu ne trouvais pas tes appuis. Exactement. Et donc quand on dit ce sont des enfants normaux, qui dit que ce sont des enfants qui se développent normalement et qui vont bien? Des parents d'intention qui sont eux-mêmes complètement borderline dans leur tête, parce que s'ils ne l'étaient pas, ils n'envisageraient pas de réifier le corps de la femme et de faire de la traite. C'est de l'esclavage moderne, c'est de la traite des femmes. Et c'est de la réification du bébé. Alors on va en parler, mais juste après cette petite pause, deux choses à dire. Je ne veux pas jouer les avocats, non pas du diable, mais des gens des partisans de GPA. Ils peuvent vous répondre, mais attendez, il y a des tas d'enfants maintenant qui sont nés par GPA et qui se portent très bien. Et deuxièmement et surtout, quid d'une femme, et là ça c'est terrible, parce que c'est vrai, c'est tout le problème de la marché d'exploitation, qui vivent en étant mère porteuse. Je parle des femmes d'un certain nombre de pays du tiers-monde, et c'est terrifiant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est parlé. On va en parler, c'est-à-dire, effectivement, est-ce que le fait d'être porté par quelqu'un d'autre, et alors, vous parlez des cellules, mais on va en parler du point de vue de la psychologie, on va parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et les bébés nés par GPA, ils sont dans quel état? Et quand est-ce qu'ils peuvent effectivement s'exprimer? À partir de quand? C'est le livre d'Olivia Morel, Où es-tu maman? Le témoignage d'une femme née par GPA, qu'il a découverte bien plus tard, bien sûr. Ça vient de paraître aux éditions du Rocher, et c'est vrai que ça pose énormément de questions sur comme vient de l'expliquer Marie-Estelle Dupont, la psychologue Marie-Estelle Dupont, la marchandisation du corps, cette espèce de... Voilà, c'est-à-dire tout est marché aujourd'hui. On a l'impression que, voilà, et comme vous disiez Marie-Estelle, mais comme vous dites aussi Olivia Morel, au fond, vous vous dites, mais mon destin m'a été... Est-ce que vous avez le sentiment que votre destin vous a été arraché pendant très longtemps, que c'était pas votre vie, quelque part? Alors, quelque part, non, mon destin ne m'a pas été arraché. Mon destin est mon destin. Aujourd'hui, je suis ici. Oui, vous êtes mère de 3 enfants. Exactement, voilà. Je vous parle. J'ai utilisé mes traumatismes en force. Mais le problème, moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose. C'est ces enfants aujourd'hui qu'on placarde sur les réseaux sociaux, qu'on placarde sur les plateaux télé en France, dans les médias. On les fait s'asseoir, on leur dit, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes heureux d'être né par GPA? Ces enfants ont 10 ans, 15 ans, parfois 18 ans. Moi, à 18 ans, à 20 ans, j'aurais jamais parlé, jamais. J'ai commencé à parler uniquement à partir de 30 ans.
30 ans, parce que justement j'avais moi de l'aide médicale derrière, des thérapeutes qui m'aidaient, des psychanalystes, des psychologues, des psychiatres. J'étais entourée de mon mari, de ma famille, donc j'avais un filet de sécurité. J'ai de la chance. Moi j'ai de la chance aujourd'hui de pouvoir parler parce que j'ai ce filet de sécurité qui me permet, et des féministes et la déclaration de Casablanca, qui me permettent de parler et de m'exprimer sans être jugée et voilà, sans avoir peur. Les enfants avec qui je discute, qui sont de la première génération née de par GPA, et de la deuxième, parce qu'elles ont entre 22 et 35 ans, ces enfants-là ne parleront jamais, parce qu'ils ont un conflit de loyauté envers leurs parents qui est énorme, énorme, parce qu'on a l'impression qu'on leur doit notre vie. Ils ont misé de l'argent sur nous, ils ont voulu nous avoir, ils ont tout fait pour nous avoir. Ils ont, voilà, on a l'impression qu'on ont investi, pas seulement l'argent, mais tout le reste. On a un price, moi je dis une étiquette de prix sur notre price tag. Sur notre tête, on a un code barre sur notre tête, et on a voilà, donc on peut pas aller à leur rencontre. Moi, j'ai pris ce parti-là, j'ai pris un risque, je les ai perdus, mes parents et moi on ne parlent plus aujourd'hui. Mais complètement, vous êtes rupture totale. Rupture totale. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que vous avez trahi, que quoi ? Oui, ça fait partie un petit. Alors, ils pensaient à la base que je faisais ça par vengeance. Parce que je me vengeais du fait qu'ils aient eu recours à une gestation pour autrui. Voilà. Mais pas du tout. Je leur en veux pas, je n'ai pas de haine contre eux, je le dis ici encore une fois. Je leur en veux pas. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir été trahis. Voilà, c'est ça. Et tous les enfants à qui je parle, parce qu'on est un groupe d'enfants, j'ai constitué un groupe d'enfants qui sont nés par gestation pour autrui, qui ont souffert des mêmes problèmes que moi, psychologiques. Avec qui vous êtes en contact permanent. Avec qui je suis en contact permanent. Et malheureusement, qui ne parleront jamais parce qu'ils ont souffert des traumatismes qui sont... Alors moi, c'est rien à côté d'eux. Il y a de l'inceste, il y a du viol, il y a bref, il y a de la pression psychologique, il y a aussi de la drogue, de l'alcool. Bon, il y a des choses qui sont très similaires à moi, mais en x10. Et ces personnes-là, ces enfants-là, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, ils n'ont pas le filet de sécurité que moi j'ai. Moi, j'ai de la chance. Je suis chanceuse aujourd'hui d'être là. Tu as construit ta chance. Oui, j'ai construit ma chance, mais je l'ai. Est-ce que ça veut dire quand même que tous les enfants, on n'a pas de tendance à généraliser, je comprends, que tous les enfants nés de GPA vont être soit violés, soit complètement, etc. C'est pas ça. Alors, généralisé quand même. C'est pas ça. Moi, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire qu'en fait, tout le raisonnement et l'argumentaire est faux, enfin, peut être récusé. D'abord, la notion de consentement. Quel consentement avec un embryon ? L'intérêt supérieur de l'enfant, comment vous pouvez garantir qu'il est préservé quand on programme d'arracher un enfant qui, pendant 9 mois, a des interactions avec la femme qui le porte ? Et que vous savez que c'est la maman qui nidifie l'âme dans le corps de l'enfant, c'est-à-dire que ce sont les premiers soins qui permettent à l'enfant d'habiter son corps et qui donc lui donnent un sentiment de sécurité. À l'intérieur. De sécurité, il faut relire le pédiatre Winnicott, sécurité, de continuité d'exister. Donc ces enfants sont passés par des agonies psychiques qu'on ne peut pas décrire puisque c'est à une époque où ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas le souvenir. Et donc ils vont se construire dans la vie déjà avec cette base de sécurité qui n'existe pas, les bras de la mère. D'accord ? Et on le sait, la voix de la mère stimule beaucoup plus le cerveau du nouveau-né que n'importe quelle autre voix, même la voix des frères et sœurs, la voix d'une tante, d'une infirmière. Les aires cérébrales se développent avec la voix de la maman de manière beaucoup plus rapide. Donc déjà, on le prive de ça au niveau de son développement strictement cognitif. Donc la notion de consentement avec un embryon, déjà, moi je vois pas comment on peut faire reposer un contrat sur un consentement alors qu'on peut pas recueillir de consentement. Ensuite, quel consentement de la part d'une femme qui ne peut pas prédire ce qu'elle va vivre pendant la grossesse ? Parce que toutes les grossesses sont différentes. Toute femme qui a eu plusieurs enfants vous le dira. Moi, j'ai eu 3 enfants. Ma première et ma deuxième grossesse, c'était pas la même chose. Dans le deuxième cas, il y avait des jumeaux. On vit des choses qui sont différentes. Donc, on ne peut pas s'engager et donner son consentement sur quelque chose qu'on n'a pas encore, dont on ne connaît pas la singularité. Ensuite, au plan médical, 30 à 40% de complications obstétricales de plus que lorsque la femme qui porte l'enfant naturellement de ses propres ovocytes et pas dans une gestation pour autrui. D'accord ? Parce qu'il y a... C'est prouvé ce chiffre. Il y a 30 à 40% de complications de plus. Pourquoi ? Parce que la grossesse, c'est une exception immunitaire. Votre corps va momentanément tolérer une altérité que normalement il rejette. Donc quand vous implantez
Quand c'est un don d'ovocytes, parce qu'il y a plusieurs formes de GPA, avec don d'ovocytes, sans don d'ovocytes, etc. Quand il y a un don d'ovocytes, vous augmentez les chances pour la mère d'avoir des problèmes cardiovasculaires, des prééclampsies, etc. C'est-à-dire qu'on revient à une époque, sur des problèmes d'une époque qu'on n'a plus normalement aujourd'hui dans une grossesse normale. Donc ni du point de vue de l'enfant, ni du point de vue de la femme, il peut y avoir de consentement. D'ailleurs, dans les pays où c'est pas rémunéré, il n'y a pas de volontaire. Donc c'est pas des femmes de catégorie sociale supérieure. Oui, on attend encore l'avocate ou une ministre qui porte un enfant pour une femme qui est pauvre. Justement, vous le dites dans votre livre sur le patron de la boîte ukrainienne Biotex, c'est pas Bio. Oui, Biotexcom. Oui, et vous dites d'ailleurs, non mais je veux dire, vous dites une phrase, et vous n'êtes pas la première, Olivia Morel, mais c'est vrai, c'est que le droit à l'enfant n'existe pas. Il y a les droits de l'enfant, mais on impose les droits à l'enfant. Exactement. Que toute personne... Donc l'enfant est un objet. J'ai le droit à l'enfant comme j'ai le droit au logement. Enfin, ça fait partie des déclarations des droits de l'homme, quoi. Non, ça n'existe pas. Donc ils peuvent chercher, ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Par contre, les enfants ont des droits, les femmes ont des droits qui sont protégés par notamment la charte, la convention des droits des enfants. Mais je voudrais juste revenir sur une chose juste avant. Je crois qu'il y a des belles histoires. Je nie pas les belles histoires. Oui, parce que je crois qu'il ne faut pas généraliser non plus. Non, pas du tout. Mais je ne suis pas dans la généralisation en train de me dire ils sont tous foutus. Il va y avoir des belles histoires, j'en suis sûre. Mais ça ne rend pas la pratique plus éthique. Non, pour autant. C'est vrai. Voilà. C'est pas parce qu'il y avait des, je dis toujours, encore une fois, qu'il y avait des beaux esclaves, des gentils maîtres adorables qui nous les nourrissaient, que justement l'esclavagisme est bon. C'est pas parce que demain, si on légalisait le don d'organes, la vente d'organes, qu'on pourrait potentiellement sauver un petit enfant de la mort. Ça serait une magnifique histoire, incroyable. Mais ça rend pas la vente d'organes plus éthique pour autant. Donc, non, on est vraiment dans l'hubris de l'humanité moderne qui veut aller toujours plus loin sous prétexte qu'il y a des belles histoires. Il n'y a plus de limite éthique, il n'y a plus de surmoi collectif. Et la médecine, c'est primum non nocere. Donc un médecin qui planifie d'arracher un bébé à sa mère, pour moi, il viole le primum non nocere. Oui, mais pardon. Arracher un bébé à sa mère, c'est pas le cas, puisque la mère est consentante, en l'occurrence, enfin la mère la mère porteuse, elle sait très bien que le bébé va lui être arraché. Mais... Elle est là, elle est pour ça, elle est payée pour ça, elle travaille pour ça. Mais c'est terrible. Non, mais je ne parle pas moral. Mais justement, la notion de elle est consentante ne tient pas la route. Puisque éthiquement d'abord, votre corps, c'est votre personne propre, mais ce n'est pas votre propriété. Et les néolibéraux jouent sur cette confusion en anglais du terme poids petit. Tous les féministes ont dit depuis toujours, mon corps, c'est ma propriété, mon corps m'appartient. Rappelez-vous, c'est le slogan des féministes depuis les années 60. Mais justement, c'est la dérive néolibérale qui ne fait pas la différence entre propriété et personne propre. C'est pas la même chose. Dans la GPA, c'est pas mon corps, mon choix, c'est mon corps, le choix du client. Quand vous lisez les contrats de GPA, le corps appartient au client propriétaire de l'embryon qu'il y a à l'intérieur de la femme et du corps de la femme d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut pendant la totalité de la grossesse. Elle appartient comme une propriété, comme une chose, au commanditaire. Et dans les détails des contrats, ça n'a rien à voir avec ce que les féministes disaient dans les années 60-70. Mon corps, mon choix. Pilule, etc. Là, on parle de mon corps, le choix du client. Et je pense que c'est important quand on parle de contrat, puisqu'on veut réduire ça, ce qui est glauque, à un contrat de travail. Donnez-moi une juridiction où dans un contrat de travail, vous avez sur votre employé un contrôle pendant 9 mois, jour et nuit, sur son alimentation, sur ses déplacements, sur sa sexualité, parce que le mari et les enfants de cette femme, ils sont inclus dedans. Le contrôle, il est total. Cette femme est totalement réduite en esclavage pour la famille. Ensuite, dans certains cas, ils disent on va garder contact avec la mère porteuse, etc. En général, c'est pas le cas. Elle se fait avoir après. Et son nom est effacé. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas le droit d'avoir accès à ses origines, ne serait-ce qu'administratives. Et ça, c'est intéressant, c'est évidemment l'intrusion du capitalisme mondial, enfin du marché, dans tous les secteurs de la vie, y compris la vie inconsciente. On va en parler, je rappelle, 0826 300 300, n'hésitez pas, je suis sûr que ça vous passionne, n'hésitez pas à nous téléphoner, 0826 300 300, pour effectivement, c'est un problème capital, il faut savoir la marchandisation jusqu'à où, le droit à l'enfant ou le droit de l'enfant, c'est pas du tout la même chose. On en parle juste après cette petite pause. Olivia Morel, où es-tu, maman ?
Je vous pose la question. Elle est aux États-Unis. D'accord. Et je sais que vous êtes en contact. Le témoignage poignant d'une femme née par GPA aux éditions du Rocher. C'est vraiment un livre, encore une fois, je le répète, et c'est un livre qui met en question ce problème. Et c'est vrai, avec Marie-Estelle Dupont, on en parle également. C'est-à-dire de savoir au fond où ça s'arrête, parce que on voit très 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 bien que dans l'extraordinaire avancée des technologies de partout, et ça heurte à un moment donné effectivement où on s'arrête, où on arrête, où on met le cursus, où on met effectivement, où on arrête, où est l'éthique là-dedans. Et le problème terrible, encore une fois, c'est qu'on se heurte effectivement au problème. Vous savez, moi, je vais vous dire à quoi je compare ça. Quand j'ai lu votre livre, ça vous fait pas. Je compare ça exactement aux petits-enfants de 10 ans dans les cancer cities de Chine ou du Congo qui vont chercher le lithium, les terres rares, qui nous permettent, nous, d'avoir notre portable et notre truc. Hein. On est, nous, partout. Bon. Mais qui fait ça ? Qui fait ça? C'est des gosses de 10 ans pour du fric parce que les parents les envoient. Eh bien, ils crèvent et ils meurent de leucémie à 10-12 ans parce qu'ils sont en train de tirer les mines. Eh bien, est-ce que c'est pas la même chose? Pardon, d'aller dans... Mais est-ce que... Alors, évidemment, là, on touche à l'utérus, on touche à la vie. C'est de l'exploitation humaine. Hein, c'est de l'exploitation humaine ça. avec... Eh bien, ça fait pas partie de l'exploitation humaine. Avec une imposture de consentement. Avec une imposture de consentement, et avec des questions qui ne devraient même pas se poser, parce qu'en réalité, quand vous avez quelques connaissances scientifiques de pédiatrie, d'embryologie, d'immunologie, et que vous voyez les chiffres, ne serait-ce que des complications obstétricales, rien que ça devrait arrêter le process. De toute façon, vous savez qu'un bébé ne peut pas survivre sans un attachement à sa mère. Et que donc l'en priver, ça induit chez l'enfant des troubles et ça induit chez la mère un clivage. Puisque pendant 9 mois, pour mettre au monde cet enfant, elle doit l'investir, modifier sa nourriture, modifier plein de choses. Mais pour l'abandonner, elle doit ne pas l'investir. Donc vous demandez pendant 9 mois à une femme de se cliver, d'être complètement schizophrène, et donc pour mettre au monde l'enfant, de l'investir, et pour l'abandonner, de ne pas l'investir. Elle fait comment, cette femme ? On ne parle jamais de la surreprésentation des tentatives de suicide chez les mères porteuses, parce que ça, il y en a vraiment ? C'est pas bien. C'est une surreprésentation. Elles ont envie de se suicider, très souvent. Elles sont exclues socialement parce que c'est quand même mal vu d'être mère porteuse dans beaucoup de communautés, donc elles sont montrées du doigt. Ça a des conséquences sur les enfants qu'elles ont avec leur mari. Et tout ça, évidemment, c'est complètement invisibilisé parce qu'on veut se raconter la belle histoire de c'est de la GPA, mais moi j'ai le droit, et moi je suis stérile. Non mais attendez, la GPA, c'est pas une réponse médicale à la stérilité. Hein. Non, ça va pas rendre la mère d'intention moins stérile. Hein. Donc c'est une aberration. En fait, on se rend compte que c'est très facile à déconstruire et que tout est pipé, mais il y a une espèce d'idéologie dominante qui veut vous pointer du doigt si vous mettez un frein, vous êtes un réactionnaire, vous êtes un fasciste. Alors en fait, tout est aberrant sur le plan scientifique. Sans aller jusque-là, moi j'ai une question à poser à toutes les deux, à Olivia. Mais attendez, le nombre de familles aussi, biologiques, hein, où les enfants sont nés d'une mère et d'un père qui ont voulu, etc. Ce sont des enfants où il y a autant d'inceste, autant de mauvais traitements, autant de maltraitance. Oui. Pourquoi créer des nouvelles pratiques déviantes sous prétexte que des familles plus classiques sont souvent déviantes ? J'en suis un bon exemple. Oui, non, tout à fait. On vous en avez parlé, d'ailleurs excellemment parlé, effectivement. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a à exclure, là, on va parler de la question de Casablanca aussi, mais je veux dire, est-ce qu'il y a à exclure ça dans tous les cas ? Est-ce que vous trouvez que dans tous les cas, effectivement, la gestation pour autrui, est dans tous les cas quelque chose de rédhibitoire et qu'il faut, vous le dites d'ailleurs, et qu'il faut absolument arrêter, oui. alors que on connaît des cas, encore une fois, on dit on va pas généraliser. Moi, je vois quand ça s'est passé, que ce soit Outreau ou ailleurs, des familles biologiques, hein, il y avait pas de GPA, il y avait rien qui se comportait, et Dieu sait s'il y en a en France ou ailleurs, comme des monstres, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi des cas où ça peut marcher ? Moi, c'est la question que je pose. Non, parce que la GPA en elle-même est non éthique. Ce n'est pas parce que il y a des belles histoires, encore une fois, que ça rend la pratique beaucoup plus éthique. Point à la ligne. C'est tout. D'accord. Alors... Et c'est le problème de notre société. C'est que sous prétexte qu'il y a des exceptions qui se passent bien, la morale n'existe plus. Donc on a une société borderline. C'est-à-dire qu'on a une société qui n'accepte pas qu'il y ait des limites et qu'il y a des choses qu'on ne décide pas. On n'a pas décidé que l'être humain était un mammifère et que donc le bébé avait besoin de sa mère, que la mère avait besoin de son bébé aussi,
que leur psychisme était intimement lié, que finalement la survie et l'équilibre psychologique d'un enfant, il dépend de cette première dyade. Donc c'est dramatique quand ça se passe mal dans une famille naturelle, on est bien d'accord. Alors tout à fait, Marie-Estelle. Mais là on parle de dignité humaine aussi. Là vous parlez de psychologie, vous parlez effectivement de biologie, vous parlez de tout cela. Et moi, si je vous réponds l'économie, je vous réponds, non pas que, encore une fois, j'adopte la position de ceux qui défendent la GPA. Mais ce que je veux dire, c'est comment combattre dans quelque chose, comment combattre le marché. Comment combattre un marché qui, effectivement, viole un certain nombre de choses. Or, le marché, aujourd'hui, il dit, vous êtes bien gentils, vous êtes des bonnes bourgeoises, là-bas, vous gagnez votre vie, etc., etc. Mais nous, au Sri Lanka, ou en Ukraine, ou ailleurs, on fait quoi pour survivre ? Je pousse exprès, mais comment combattre? Je dis pas ça pour dire il faut accepter. Je dis ça, comment combattre, comment sanctionner cette espèce de marché sans limite et sans effectivement aucune conscience, quoi. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est la pauvreté de la femme est la raison pour laquelle les femmes deviennent mères porteuses. Hein, on est d'accord. Donc déjà, voir ce qu'on peut faire pour aider ces femmes qui sont très pauvres pour vivre mieux, pour vivre dignement, pour élever leurs enfants dignement, pour ne pas avoir besoin de devenir mère porteuse, de se louer exactement, pour survivre. Déjà, ça c'est rien que la base, dans chaque pays, ça devrait être fait. Bon, déjà ça c'est quelque chose. Après, avec la déclaration de Casablanca, ce que nous on fait... Alors c'est quoi la déclaration? Dites-le pour nous. La déclaration de Casablanca, c'est une ONG, moi j'en suis la porte-parole. Oui. On est des experts, des docteurs, des psychanalystes, des infirmiers, des médecins, des gynécologistes, des gynécologue, pardon. On a trouvé que face à ce marché global qui est la gestation pour autrui, on avait besoin d'une réponse globale, donc d'un traité international. Donc c'est ce qu'on est en train de promouvoir, un traité international. On essaye de récolter le maximum d'États pour pouvoir signer cette déclaration. Qui consiste à interdire la GPA. Qui consiste à interdire la GPA, mais aussi qui consiste à interdire la GPA dans le pays. C'est-à-dire, l'Italie là, vient de passer une loi qui est absolument parfaite. Un Italien ne peut pas faire une GPA dans son pays. C'est pénalement répréhensible. Mais il ne peut pas aller à l'étranger et revenir avec un enfant sous peine de prison et d'une énorme amende. Et alors qu'en France, on peut. Alors, en France, on peut. Et c'est complètement hypocrite. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer à éradier la gestation pour autrui. Et petit à petit, on commence à y arriver. Aujourd'hui, donc, l'Italie a pris cette loi. Le Chili, on a mené des actions au Chili qui portent leurs fruits. Il y a une loi qui a été proposée pour justement interdire la gestation pour autrui. Voilà, petit à petit, ça va pas se faire demain. L'esclavagisme a mis 100 ans avant d'être aboli. La GPA, ça va être pareil. Ça va prendre du temps. Peut-être que je serai plus là, d'ailleurs, pour voir son abolition. Mais il faut être consistant, il faut persister, et je suis sûre qu'on va y arriver. Marie-Estelle, pensez aussi qu'il faut... C'est-à-dire comment justement on peut combattre cette marchandisation. Je parle sur un plan et moral et éthique, vous êtes exprimé, mais sur un plan économique, est-ce que des sanctions, est-ce que c'est aux politiques effectivement de légiférer, de trancher? Oui, parce que chaque pays doit le faire effectivement de manière, en recto verso en quelque sorte, comme l'Italie, puisque c'est du trafic d'êtres humains, et donc on va le faire de la même manière qu'on lutte, ou qu'on ne lutte pas d'ailleurs, contre le trafic d'êtres humains, contre la vente d'organes, etc., parce que les femmes, elles sont déplacées. On les prend dans un pays, on va les mettre enceintes on va les implanter dans un autre pays, elles font l'accouchement dans un troisième pays, comme ça, c'est bien flou. Et donc l'argument de elles en ont besoin pour vivre, en fait, ça enrichit ceux qui font les contrats. Les passeurs. Ça enrichit les passeurs, ça enrichit pas les femmes. Sinon, ça enrichit aussi les femmes, hélas, elles vivent de ça. Ça leur permet peut-être de ne pas finir dans la rue. Ça s'appelle pas s'enrichir. C'est pas s'enrichir. Ça s'appelle survivre. Ça s'appelle survivre, on est bien d'accord. Donc c'est des questions de dignité. C'est déjà pas mal. Et pour moi, c'est des questions de dignité qui n'ont rien à voir avec une morale qui serait religieuse ou pas. C'est la dignité humaine. C'est véritablement, c'est l'éthique humaine. Normalement, c'est l'éthique de la médecine. Et en fait, c'est l'éthique du droit, parce que les juristes, ils courent après. Ils courent après le progrès scientifique qui a permis de désarticuler la maternité. Et pour moi, le gros angle d'attaque que les féministes devraient prendre, c'est: on est en train de retirer la maternité aux femmes. Parce que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a le fait d'achever complètement la famille, en fait, en désarticulant
la femme et la maternité. C'est-à-dire qu'après, il va y avoir des utérus artificiels. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque vous prenez les ovocytes à un endroit, vous les implantez dans un deuxième ventre. Donc, on ne peut plus parler de mère, on ne parle plus de maternité et de mère, on parle de mère de substitution. Donc, on ne parle plus de lait maternel, on parle de lait de poitrine. Et on voit bien les éléments totalitaires dans ce genre de pratique. Puisqu'en fait, on vous change la langue. Oui, ils ont dit, d'ailleurs, un médecin a dit que le lait d'une femme mère porteuse ou autre, c'est aussi bon. Ou du père, d'ailleurs. On parlait du transgenre. Donc, vous voyez bien comment il y a une sorte de hold-up qui est fait sur la pensée des gens, sur la pensée du grand public sur ces sujets-là, par des tours de passe-passe sémantiques. On parle plus de mère, on parle plus de lait maternel. Lait de poitrine, c'est incroyable. Donc parent 1, parent 2, mais donc en fait aussi parent 3, parce que du coup, qui est la mère ? Donc l'être humain, là, se déshumanise, il se désanimalise. Et il est désarticulé complètement. Encore une fois, l'arbre généalogique est introuvable. Si l'arbre généalogique est introuvable, alors que dans toutes les structures, dans toutes les cultures, l'anthropologie, c'est quoi ? C'est que la parentalité repose sur la différence des âges, la différence des générations, la différence des sexes. Les structures élémentaires de la parenté, c'est un livre d'un très grand anthropologue. Le nom de l'auteur m'échappe. Lévi-Strauss. Merci. Non, c'est pas Lévi-Strauss, justement. Non, c'est pas Lévi-Strauss. Et donc, on est en train de brouiller complètement les cartes de la filiation. Mais alors, comment vous expliquez ? Oui, alors, vous en expliquez tous les deux, vous parlez d'hypocrisie, Olivia Morel. En France, la GPA, ça marche, même si c'est interdit. Je ne dis pas en France même, c'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de couples, d'ailleurs ils en parlent, parce qu'ils s'exhibent à la télévision. Je trouve que la société française actuelle, je vais encore pas me faire d'amis aujourd'hui, la société française actuelle se distingue par sa capacité à déshumaniser un grand nombre de choses. La façon dont on traite les personnes âgées en les parquant dans des EHPAD, la façon dont on réduit le personnel dans les crèches et dont les petits bébés sont maltraités, donc sont dissociés, sont complètement atones. La GPA, qu'en fait on autorise en ne l'interdisant pas de manière efficace. Voilà, tout ça, c'est aujourd'hui la société française, elle est déshumanisante à bien des égards, vous trouvez pas ? Elle est déshumanisante à bien des égards parce que ce qui les intéresse, c'est le marché beaucoup plus qu'autre chose. La rentabilité. Faut pas que les gens coûtent trop cher. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose de très... Encore une fois, je reviens à ce que disait Pierre Berger. Il est mort, on va pas... Mais quand il disait, effectivement, c'est comme un travailleur, enfin un ouvrier qui loue ses bras, une femme loue son ventre. Enfin, bon, je crois qu'on a une auditrice qui appelle de Bastia, Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour à vos invités. Je suis très très émue d'entendre le témoignage d'Olivia. Alors, moi, j'ai eu une histoire un peu... Alors, bien sûr, c'est pas comparable à ce qu'a vécu Olivia, mais le fait, on est beaucoup de femmes, malheureusement, à ne pas avoir d'enfants, parce que la nature en a voulu autrement. Donc, moi, je suis passée par des crises. Et puis, la quatrième m'a été... c'était très compliqué, la quatrième, donc du coup, j'ai arrêté, parce que j'ai dû être hospitalisée en urgence. Mais je ne serai jamais prête à faire tout et n'importe quoi, à acheter, à louer le ventre d'une femme pour avoir un enfant. Quel que soit le désir d'enfant que nous pouvons avoir, nous les femmes qui avons des difficultés à en avoir, je veux dire, à un moment donné, un peu de dignité. On est quand même dans un monde où on pense que l'argent peut tout acheter. Donc, on met des femmes dans la misère, parce que ne croyez pas, alors ou elles font ça, ou elles font de la prostitution, mais de toute façon c'est un trafic. Alors on est tous là en train de s'offusquer sur la prostitution, mais après tout elles vendent leur corps parce qu'elles sont dans la misère. Là, elles vendent leur utérus parce qu'elles sont dans la misère. Alors, à un moment donné, il faut plutôt apprendre à faire son deuil ou adopter. Aussi, c'est une solution. Et justement, j'aurais une question à poser à Marie-Estelle, parce que elle parlait de l'arbre généalogique. Et ça m'a un peu... Je me suis dit, bon, j'ai pas pris la décision d'adopter, mais dans ces cas-là, comment on doit se positionner par rapport à l'adoption ? Oui, bonne question. Mais dans l'adoption... Est-ce qu'on doit lui dire à l'enfant, est-ce que, vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là que je parle. Comment on doit se positionner en tant que parent quand on adopte ? Merci Chantal. Dans l'adoption, en fait, vous réparez une tragédie. Vous ne la planifiez pas. C'est toute la différence avec la GPA. Vous réparez le fait que cet enfant a été abandonné pour X raisons ou que sa famille ne pouvait pas s'en occuper. Et évidemment qu'il faut dire la vérité à l'enfant.
De même que si le papa meurt pendant la grossesse de la maman, il ne faut pas lui dire qu'il n'a pas de papa. Il faut lui dire ton papa n'est pas là aujourd'hui, mais tu as un papa, voilà sa photo, voilà son prénom, voilà ce qu'il faisait. Donc les enfants adoptés, faut surtout pas leur mentir, parce qu'un enfant, il sent quand on lui ment, et tout ce qui reste dans l'inconscient comme des espèces d'éléments mystérieux, ça crée de l'angoisse. Mais on peut expliquer à un enfant adopté avec des mots qui sont adaptés à son niveau de développement, en lui donnant de plus en plus de détails à mesure qu'il grandit. Voilà, tu as été adopté pour telle et telle raison. Nous, on était en espérance d'enfant et on souffrait de ne pas avoir d'enfant. Et voilà, il y avait 7 enfants qui n'avaient pas de famille. Là, c'est très clair. Et toi, tu étais 7 enfants qui n'avaient pas de famille. Et donc, nos besoins se sont trouvés. Et nous t'aimons, mais voilà, tu viens de tel pays, etc. Et là, il peut se construire. En fait, l'enfant, il ne peut pas se construire s'il n'a pas la vérité. Mais il y a des vérités très difficiles avec lesquelles on peut se construire. C'est le mystère qui est mauvais pour l'enfant. Et d'ailleurs, l'adoption, c'est vrai. Non, mais moi, je suis absolument... Là, je parle à titre personnel. Je suis fasciné par quelque chose toutes ces personnes qui veulent effectivement des enfants, qui veulent la GPA, mais il y a tellement d'enfants que les guerres, d'orphelins. Alors, ce qu'il faut dire aussi, parce que moi je le vois avec des patients qui essayent d'adopter, notamment j'ai une patiente qui a une sclérose en plaques et qui essaye d'adopter parce qu'elle a très peur d'avoir une grossesse avec sa maladie. Et en fait, la France a incroyablement bureaucratisé, c'est étonnant, complexifié et réduit. Il n'y a plus que une dizaine, je crois, de pays à partir desquels on peut adopter, qui sont autorisés en France, soi-disant pour éviter les trafics. Mais du coup, comme l'adoption est très compliquée, ça renforce aussi le désir de GPA, par exemple, de femmes qui ont eu des cancers qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est très malheureux pour elles et on est très triste pour elles. Et il faut qu'elles soient soutenues. Ça ne justifie pas de louer une femme et d'acheter un enfant. Les dizaines de milliers, les centaines de milliers d'orphelins qui mériteraient d'avoir une famille, eh bien, on s'en occupe pas. Oui, mais on n'a qu'à, plutôt que faciliter la GPA, on n'a qu'à faciliter l'adoption. Oui, exactement. Non, mais on est bien d'accord là-dessus. Juste, on reprend après cette petite pause. Je crois que nous avons Richard. Bon, ne l'est pas. Est-ce que nous avons Richard dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Maud, je crois que nous avons aussi un auditeur. Absolument, Richard qui appelle de Toulouse. Oui. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis. Mon papa a été adopté, et en fait, par un crétin d'ailleurs, et il le savait, et il a toujours appelé le paternel et non pas papa. Et ça lui a permis de se construire. Hein, et c'était quelqu'un de très construit. Et sa famille, c'était nous, en fait. Ouais. Et moi, je pense que aujourd'hui, on doit la vérité, c'est une certitude, et un moyen de lutter contre la GPA, en fait, c'est que les enfants qu'on pousse les enfants à porter plainte à leur majorité contre leurs parents, qui demandent réparation. Et ça sera difficile en France de passer le cap, parce qu'on a même un DG d'une chaîne bien connue qui a mené 2 enfants de GPA procréés à l'étranger. Et moi, je pense qu'il faut vraiment les pousser, les aider, les accompagner dans ces démarches-là de réparation. Olivia, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne porterai pas plainte contre mes parents parce que c'était, comme je le dis toujours, je ne leur en veux pas, je n'ai aucune haine contre eux et c'est pas de leur faute. Ouais. Mais par contre, je vais, et je pense, et ça c'est pas encore fait, mais je pense porter plainte, 1 contre la France, 2 contre les États-Unis. Ah, carrément. Oui. Ça, c'est dans les projets, oui. Ouais, absolument. Pour falsification de documents, pour le fait aussi que la France a retranscrit mon acte de naissance illégalement, parce que je venais d'une GPA et c'était illégal aussi à ce moment-là. Voilà, on va essayer avec la déclaration de Casablanca qui va m'appuyer, de porter plainte contre la France ou contre les États-Unis. À voir. Mais oui, c'est dans les projets. Ça c'est un de mes plus gros projets. D'accord. Voilà, donc vous êtes d'accord avec Richard, il faut réagir. Il faut réagir, oui, je suis d'accord. Il faut réagir, pas contre les parents, parce que, encore une fois, c'est compliqué. Oui. Ils sont face à une situation où... Alors moi, j'essaie de pas les pointer du doigt, c'est commanditaire. Je n'accepte pas leur choix, évidemment, on est d'accord. Mais ils sont face à un désir d'enfant, ils ont cette solution devant eux, ils ont l'argent, donc ils le font. Voilà, c'est un peu ce que moi j'en pense. Moi, j'attaque plutôt les gouvernements, les gens qui promulguent ces lois, les gens qui laissent faire, voilà, les États. Exactement. Pour moi, c'est mon nerf de la guerre, c'est les États, c'est combattre les États pour que justement tout ça puisse en finir.
Marie-Estelle, au fond, Marie-Estelle Dupont, aujourd'hui, vous, par exemple, c'est pas le cas, vous êtes mère de 3 enfants, vous n'avez pas ce problème-là, vous, personnellement, mais vous seriez pour une élévation des sanctions, pour un mur je dirais, une muraille de Chine par rapport à la GPA? Je crois que, en fait, si la société ne veut pas avoir de limites, on est dans cette course à la toute-puissance, ce vertige narcissique de toute-puissance, qu'il y a en ce moment. On veut avancer sur l'euthanasie alors qu'on a la loi Leonetti, on veut avancer sur la GPA, en France c'est pas autorisé, mais en fait on la tolère. On veut avancer sur tout ce qui est une réduction de l'être humain à une chose. Et donc pour moi c'est extrêmement grave, et évidemment qu'il faut sanctionner les États, les médecins qui permettent ces transplantations d'embryons, ce trafic, etc. Parce que comme dit Olivia, finalement, ils exploitent une misère psychologique. Elle le dit très bien. Elle dit, les individus de mes parents, finalement, c'est pas le problème. Ils avaient un désir d'enfant qui peut désespérer. Moi, j'accompagne des femmes qui sont en désir d'enfant, qui peuvent pas avoir d'enfant. Elles sont désespérées. C'est très douloureux de désirer un enfant et de pas y arriver. Sauf qu'en fait, la médecine, aujourd'hui, elle peut aussi investir de l'argent sur autre chose que la GPA, à savoir les remèdes contre la fertilité. Bien sûr. Parce que la baisse de la natalité qu'on a en France comme jamais, elle n'est pas seulement due au fait que les jeunes ne veulent plus d'enfants. Elle est aussi due à la baisse de la fertilité. Donc en fait, tout se tient. Et donc oui, je pense qu'il faut plus de sanctions, et je pense que il faut vraiment comprendre qu'on est dans une hubris où en fait le biopouvoir, la mécanisation de la médecine est en train de tuer l'âme, littéralement, est en train de tuer l'âme humaine. Le bio-business qui correspond avec le biopouvoir, quoi, main dans la main. En fait, il n'y a plus une mère, il y a un utérus à un endroit, des ovocytes à un autre, des embryons. Alors on va en congeler un parce qu'on n'en veut pas d'un coup, elle est enceinte des jumeaux, donc c'est abominable en fait, c'est glauquissime, on se croirait dans une dystopie, moi je trouve. Il y a eu beaucoup de films sur ces dystopies. Et le biopouvoir, le soi-disant progrès, est complètement obscurantiste sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il décrète que l'inconscient n'existe pas. Alors qu'en fait, on le sait aujourd'hui, toutes les expériences in utero, un bébé qui in utero a vécu la violence par exemple d'un homme qui frappe sa femme enceinte, ça le marque dans son développement neurologique. On le voit à l'IRM. Ça le marque, même s'il Il y a des images cérébrales où on sait que tout ce que l'enfant vit, la musique qu'il écoute peut favoriser son développement cérébral. Si la mère vit de la violence ou du stress, ça joue sur son poids, ça joue sur son rythme cardiaque. Donc en fait, tout ce que le bébé vit in utero, ça va le façonner. Ça va façonner son architecture cérébrale. Olivia Morel, elle s'en est tirée, elle a expliqué comment, elle a écrit ce livre, Où es-tu maman? Effectivement, il pose toutes les questions et voilà, la GPA, on en parle. Je suis assez d'ailleurs frappé qu'un certain nombre de ces féministes dites, bref, TSG-DG, prônent la GPA, mais voilà. Pas tout non, une grande majorité sont contre. Sont contre. Ah oui, une très 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 vaste majorité. Je pense aussi aujourd'hui à la SIAMS qui en France lutte très très fortement contre la GPA, et merci à elle. Parce que c'est aussi grâce à elle qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ait pu dire que sa ligne rouge était la GPA. Je crois que c'était en 2017. Et juste un mot pour terminer. Vous pensez que les médias, en donnant la parole à des parents qui disent oui, il a pas de mère, mais il a des parents, etc. On s'achète une bonne conscience à bas prix. On s'achète une bonne conscience. Mais ils sont complices. Ils sont complices, les médias. Aujourd'hui, les médias sont complices de nous placarder de la propagande pro-GPA. C'est incroyable, d'ailleurs. Cette société qui nous biberonne aux bons sentiments, aux droits, aux minorités, aux machins, à la tolérance, il y a juste un truc dont le progrès ne parle jamais, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. Parce qu'on a parlé de la mère, on a parlé de l'éthique médicale. Du point de vue de l'intérêt supérieur de l'enfant, personne ne peut soutenir qu'une GPA n'a pas d'impact. Personne. Oui, en tout cas, vous avez donné un certain nombre, effectivement, d'arguments. Sur le développement cérébral, je suis désolée, mais le bébé, il sera moins stimulé. Il y a une inégalité déjà à la naissance, c'est que ne serait-ce que son cerveau n'est plus stimulé par la voix de sa mère. Rien que ça, déjà, c'est une inégalité. Écoutez, on se demande si un certain nombre de personnels au pouvoir ne sont pas nés de la GPA. Question. Ils sont moins stimulés cérébralement. Non, on ont des enfants nés par GPA. Merci.